Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cœur à nu. Je suis extrêmement contente de vous retrouver pour cet épisode que ça faisait très longtemps que j'essayais de trouver un moment avec notre invité pour discuter, entre autres, de la sexualité comme parents. En fait, on reçoit aujourd'hui Lauriane Hélène, aussi connue sous le nom de Maman Sexo, qui se spécialise dans les enjeux de périnatalité, parentalité. Et aujourd'hui, on vous parle, entre autres, du complexe de la madone et de la putain. Personnellement, c'est un sujet qui est revenu assez régulièrement en consultation, des fois de façon assez évidente, des fois de façon un petit peu plus subtile par des croyances qui sont perpétuées dans la société, chez certains clients, au sein de certains couples, qui opposent un peu, en fait, le concept de la maman, la femme qui prend soin, à la femme sexuelle libre, désirable, désirante. Donc, on vous parle de ces concepts-là aujourd'hui. C'est un épisode tellement intéressant, pour vrai, et nécessaire. Je pense que tous les parents devraient l'écouter ou les parents en devenir, entre autres, parce que on parle un peu de d'où ça vient, ces croyances-là, hein, du contexte de l'éducation à la sexualité, de l'Église. On parle des répercussions que ça a aujourd'hui sur le désir sexuel, sur le couple, sur l'identité, sur la sexualité. Puis on peut penser que ça affecte juste les femmes, les mères, mais ça affecte aussi grandement les hommes, surtout en devenant papa. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, on se concentre un petit peu plus sur les dynamiques là, au sein des couples hétérosexuels, parce que c'est là où on va voir observer en général un peu plus ce concept-là et ses impacts, entre autres dans la sexualité, dans la relation. Donc, je vous invite vraiment à écouter cet épisode jusqu'à la fin. On vous partage, entre autres, des pistes pour reconnecter avec soi, pour retrouver un peu une harmonie à travers la crise identitaire qui peut venir avec la parentalité, reconnecter à sa sexualité, à soi-même. Donc, je vous invite à écouter cet épisode jusqu'à la fin et je suis certaine que vous allez apprécier tout ce qui est abordé aujourd'hui. J'ai vraiment adoré enregistrer cet épisode et Lauriane Hélène est tellement intéressante. Puis, dernière chose avant de commencer, si vous n'avez pas encore rejoint le Erotic Club, c'est encore le moment de le faire. Donc, je vous mets le lien dans la description du podcast. Et si vous savez pas encore c'est quoi, c'est mon abonnement mensuel. Donc, vous allez retrouver sur cet abonnement des jeux à chaque mois, des ateliers en lien avec le désir. Donc, l'objectif du club est vraiment de stimuler le désir, de le maintenir, entre autres, dans les relations à long terme, de rester connecté à son désir sexuel par des jeux, par des ateliers, par du contenu qui vient stimuler l'imaginaire érotique, comme des nouvelles érotiques, des audios érotiques aussi. Vous avez aussi une bibliothèque remplie de contenu avec des masterclass, des challenges, des jeux et une tonne d'autres contenus pour reconnecter avec votre plaisir. Donc, je vous invite à venir nous rejoindre ou à aller consulter les informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me relancer. Si vous avez des suggestions aussi pour des prochains invités sur le podcast, vous pouvez m'écrire par courriel. Vous allez retrouver tous les liens dans la description du podcast. Donc, sur ce, bonne écoute! Allô, Lauriane! Je suis tellement contente que tu aies accepté mon invitation. Ça faisait longtemps qu'on essayait de se prévoir un petit moment pour le podcast et je suis vraiment excitée du thème d'aujourd'hui et de cet épisode. Oui, merci. C'est vraiment le fun. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on essayait d'avoir un moment. Mm-hmm. Maintenant, c'est la bonne. Ça a été long de se connecter, mais ça, c'est un... On a réussi. On a réussi. Ouais, puis j'avais envie aujourd'hui qu'on parle d'un thème qui revient souvent, en tout cas de mon côté, là, que j'ai revu souvent, des fois de façon vraiment comme subtile, peut-être un petit peu plus inconsciente, comme dans des discours, autant pour les hommes que pour les femmes, surtout les parents, en tout cas quelque chose qu'on voit plus dans les couples hétéros, qui est le concept, on y fait souvent référence entre autres comme le complexe de la madone et de la putain, mais qui était un peu l'opposition qu'on peut avoir entre la femme, le rôle de femme, surtout en devenant maman, de prendre soin, d'être respectable, pure, qui oppose un peu au concept de femme sexuelle, désirable, fantasmée, entre autres. C'est comme l'opposition de ces C'est rôles-là. ouais, c'est Ouais. ça, exact. Ben, le fait que ce soit vraiment en contradiction, puis comme si les deux pouvaient pas coexister ensemble. Mhm. Puis en fait, la première fois que j'ai eu connaissance de ce concept-là, c'est dans mon début de mon baccalauréat, dans le cours d'épistémo, parce que la prof qui s'appelle Julie Lavigne, qui est incroyable dans toutes les études qu'elle fait, Ah oui, ouais, c'est euh, même couple, la même prof aussi, je crois. genre, elle est tellement sacoche. Mhm. Anyway, fait que praise Julie. Mais tout ça pour dire qu'elle présentait justement des images de l'or. Comment est-ce que ça se représentait? Comment qu'on pouvait voir les femmes dans la sexualité, les bonnes femmes, mettons, qui étaient passives et pures et qui étaient prêtes à recevoir, en fait, puis un peu plus justement comme des réceptacles
qu'on va dire. Fait que, tu sais, c'est vraiment le fait de recevoir, de pouvoir concevoir, c'est grâce à l'homme. Versus l'inverse qui va être représenté un peu plus comme justement la femme qui est plus ténébreuse ou que justement, tu sais, c'est comme grave d'aller dans la sexualité. Puis il y a vraiment en fait ce concept-là qui est très rattaché là, malheureusement à l'Église, justement, puis à tout, Mhm. justement, ça avait tellement d'impact sur l'éducation à la sexualité parce que l'éducation à la sexualité, ça existe depuis toujours. Même de ne pas avoir d'éducation à la sexualité, c'est Ouais. d'avoir une éducation à la sexualité. Fait que Mhm. c'est ça que les gens apprenaient, puis c'est quelque chose qui est resté, je crois, sincèrement ancré culturellement pour Mhm. nous, de manière inconsciente ou consciente, mais c'est là, tu sais. Ouais. Ouais, ça laisse beaucoup de traces. Puis en effet, là, tu sais, le fait de pas parler de sexualité ou dans le manque d'éducation, ben c'est juste ce qu'on apprend, c'est que c'est quelque chose qui doit être caché et qui est tabou, dont on parle pas aussi pendant plusieurs années, là. Puis aujourd'hui, justement, tu sais, même toi en consultation, comment tu le vois ou comment ça se traduit de ton côté? Oui, ben en fait, comment ça se traduit le plus, c'est quand les mamans arrivent avec justement la baisse de désir sexuel, Mhm. comme si la raison était que, vu que c'est devenu des mamans, ils ont plus cet accès-là à la sexualité. Mhm. Alors que c'est pas vrai. La sexualité est tellement différente, puis tu le sais, c'est sûr, là, dans les sphères de la sexualité, à quel point c'est multidimensionnel. Puis c'est pas parce qu'on est devenu une maman qu'on n'a plus le droit d'avoir de la sexualité. Mhm. Cela dit, j'ai vraiment cette impression-là que dernièrement, en fait, dans la société, ça fait pas longtemps, les femmes étaient encore considérées seulement comme des, comment je pourrais dire ça, genre, c'est des personnes qui portent des bébés tout simplement, puis qui répondent, Mhm. qui est réceptacle. Tu sais, ce lien-là de la réceptivité demeure, puis c'est juste en 1983 que le viol conjugal a été mis dans, justement, le code criminel, Mhm. puis c'est resté, je veux dire, dans les contrats de mariage, c'était écrit. C'était écrit de donner ça, puis c'était un consentement signé que Mhm. tu te donnais, que ton corps était donné à ton mari. D'ailleurs, en tout cas, j'ai fait des petites capsules à la radio de ma région dernièrement, puis l'animatrice m'a envoyé un livre qu'elle avait trouvé avec comment suivre les étapes de la sexualité, genre le courtage, mettons, courtisage, c'est-à-dire, mais comme de se dire, mettons, de se toucher, mais pas vraiment avoir de sexualité, comment c'est correct, comment c'est pas correct, comment la masturbation impacte les hommes et les femmes. Puis genre, c'est pas très joli à lire. Mais C'était oui, un c'est livre de qui comme, datait de quelle année? il faudrait que je le retrouve, là, mais je vais checker en même temps, la gang, je cherche. Mais c'était vraiment comme, tu sais, à quel point il n'y a pas de date, mais c'est le livre 10 leçons sur la technique sexuelle. C'est vraiment, j'ai aucune idée c'est quoi, mais c'est sûr que c'était dans le temps du mariage parce que, mettons, si on regarde les chapitres, il y a quatrième leçon, l'institution du mariage. Pour un mariage réussi et l'accord sexuel. Tu sais, c'est ça, fait que, tu sais, dans le sens que c'est ça, le Mhm. consentement, il était là. Comment maintenir un mariage heureux? Pourquoi certains mariages sont des faillites? Puis là, souvent, c'est ça au niveau de la frigidité, là. Les principales causes de faillite des mariages modernes résultent d'une part de querelles surgissant entre mari et femme au sujet de l'incapacité de l'un des conjoints à reconnaître la vérité des points précédemment traités. Fait que ça, c'est tout au niveau de la sexualité. Tu sais, Mhm. c'est fou parce que c'est ça que les gens se faisaient remettre, c'est ça que les gens lisaient. Puis ça, on a accès à ces choses-là. Je veux dire, c'est pas une affaire de 800 ans, là. Tu sais, ça fait pas Ouais. si longtemps, là. Puis c'est Ouais. fou parce que j'ai l'impression que même si on le sait, tu sais, que le devoir conjugal, c'est plus quelque chose, moi, j'entends encore vraiment les répercussions que ça a ou comme l'héritage que ça a à chaque semaine, là, en consultation, là. Puis des Mhm. fois, c'est plus subtil, des fois, ça l'est vraiment moins, mais il y a encore toute cette notion-là d'obligation à répondre à tous les besoins de l'autre personne, mais vraiment dans la sphère de la sexualité, tu sais, parce que souvent, si on pense à d'autres sphères, tu sais, c'est pas parce que ton partenaire a faim ou a soif que tu vas comme courir aller, genre, lui préparer quelque chose à manger ou son verre d'eau, mais dans la sexualité, il y a encore cette notion-là de, ben, j'ai un besoin, une envie sexuelle, l'autre personne, je m'attends à ce que ça soit l'autre personne qui y réponde, tu sais. Exactement. Ben oui, vraiment, c'est quelque chose qui s'inscrit. Puis, tu sais, j'imagine que tu connais le concept de l'épigénétique, mais il y a vraiment quelque chose dans les traumas intergénérationnels, dans le sens que c'est inscrit même dans notre génétique en tant que femme, puis même chez les hommes, dans le sens que c'est même pas nécessairement quelque chose qui est réfléchi de, tu sais, vouloir culpabiliser, par exemple, puis ça justifie en rien le comportement qui est complètement inadéquat. Mhm. Mais n'en demeure pas moins qu'il y a quelque chose à déconstruire finalement, puis c'est extrêmement difficile à déconstruire. Mais oui,
Puis il y a quelque chose aussi, encore une fois, dans le réceptacle, dans le sens que il faut être capable de recevoir de la sexualité. Parce que sinon, on va pas être capable de nourrir le désir ou de nourrir une sexualité épanouissante, alors que dans les faits, c'est pas ça. C'est pas la base d'un couple. La sexualité, ce n'est qu'un symptôme positif, généralement, d'un Mhm, couple qui fonctionne bien et qui connecte. Puis mhm, j'ai l'impression que, en fait, au niveau de la madone et la putain, dans ces concepts-là, c'est que dès qu'une femme n'est plus ce réceptacle, mais plus va donner ou va vouloir aller chercher de la sexualité, il y a comme une dichotomie qui se produit, puis une incohérence, quelque chose qui fait pas de sens, puis ça fait en sorte que ça génère beaucoup d'anxiété. mhm. Puis, comment est-ce que tu le vois en lien avec la maternité? Tu sais, qu'est-ce que ça vient un petit peu comme changer dans les dynamiques ou dans la vision de... autant pour la femme que l'homme, là? En fait, moi, qu'est-ce que je vois le plus souvent, c'est que la femme va avoir l'impression que son conjoint, c'est plus comme un enfant. Comme puis c'est pas d'infantiliser son conjoint. C'est vraiment que le conjoint se comporte un peu comme ça. Puis en même temps, encore une fois, c'est super légitime parce qu'on est tellement dans une crise identitaire quand on devient un parent, puis les pères aussi, ils perdent tous leurs repères. Puis Mhm, généralement, les hommes, ça c'est quelque chose aussi qui est étudié, tu au niveau de leur vécu émotionnel ou de se partager, de se confier à quelqu'un, c'est pas rare en fait que c'est la conjointe qui mhm, va être le pilier justement sécuritaire par rapport à ça, puis l'ouverture est à ça. Donc, c'est pas anodin qu'eux veulent se faire rassurer par leur conjointe qu'elle aussi vit une crise d'identité extrêmement prenante. Et mhm, là, après ça, quand on parle de dichotomie, il y a comme quelque chose dans mais j'ai pas envie d'avoir de la sexualité comme avec quelqu'un que je materne. Puis d'un autre côté, je veux retrouver cette sexualité-là parce que j'ai envie de me retrouver dans mon corps, puis j'ai envie de ressentir du plaisir. Et de l'autre, la culpabilité internalisée de ben les mères comme les femmes avant étaient des mères et c'était tout, tu sais. mhm. Oui. Fait que là, c'est retrouver, ben, notre identité aussi, mais tu sais, à travers ces différentes sphères-là, dans le fond, reconnecter puis trouver l'équilibre, si on peut dire, ou en tout cas l'harmonie qu'on est capable de trouver dans le rôle de mère versus de personne. Absolument. Ouais. Mais tu sais, c'est comme si, justement, la sexualité, on met ça de côté quand on est devenu maman, comme si c'est pas ça qui a mené à avoir un enfant, tu sais? Ce qui est quand même assez fascinant parce que finalement, si on a un enfant, c'est parce qu'on a eu de la sexualité. Veux pas. Est-ce que c'était une sexualité qui était plaisante, épanouissante? Pas toujours. Puis ça, c'est quelque chose quand même à venir déconstruire. Est-ce qu'on a Mhm. déjà eu vraiment des orgasmes ou plus des orgastes? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a été cohérent dans la tête, le cœur et le corps? Qu'est-ce qu'on connaît de la sexualité? Il y a comme tellement de choses Ouais. à venir comme dans la balance, mais dans tous les cas, il y a vraiment quelque chose dans je peux plus aller dans cet accès-là ou je ne Mhm. me permets plus d'aller dans cet accès-là, comme si quand on dit par exemple, il y a plus, tu pas juste une mère, tu es aussi une femme. Mhm. Puis je comprends derrière le concept, tu sais, de faut se retrouver comme femme, mais j'ai quand même l'impression que d'être une maman, c'est pas nécessairement juste ça l'identité non plus, ou d'être juste une femme. Il y a comme, même si tu es une femme, une maman, tu peux quand même être une maman professionnelle, une maman étudiante, Mhm. une maman conjointe, une maman amie. Tu sais, comme, c'est pas grave que ce facteur-là de maternité fasse partie de ton identité, même si tu as de la sexualité avec ton conjoint. C'est Mhm. juste que tout fait partie de toi. Tu sais, moi, j'ai de la misère à comprendre en me disant, ben, quand on est justement avec notre conjoint ou avec notre conjointe, puis d'avoir des relations sexuelles, on n'est pas en train de se dire, hey, moi, là, mon rôle de professionnel, ça me bloque. Vu que Mhm. je travaille, là, puis que moi, je fais ça dans la vie, ça me bloque. C'est rare qu'il y ait Ouais. des gens. Mais pourquoi cette identité-là de maman est autant comme Mhm. un gros frein? Ouais. Ça revient à cette opposition-là de qui est un héritage de tellement plus loin, dans le fond, comme qui oppose ces deux, tout Oui. ce qui est associé à la maternité versus ce qui est associé à la sexualité, tu sais. Puis je pense que ça vient encore aussi de toutes les croyances là, qui entourent la sexualité. Tu sais, on parlait que ça veut dire quoi de pas avoir d'éducation à la sexualité, mais c'est aussi d'associer la sexualité à quelque chose que j'entends, tu sais, de sale un peu, de comme... Mhm. Oui, mais oui, vraiment, c'est quelque chose qui est comme associé à je suis comme dégueu de faire ça. Puis le dégoût, c'est un mécanisme de défense. Hein, fait que pourquoi est-ce qu'on a un mécanisme de défense par rapport à ça? Puis tu sais, c'est sûr que c'est plein de concepts mélangés. Puis c'est difficile en fait d'avoir une ligne directive dans ces deux pôles-là, qui sont pas vraiment des pôles finalement, qui peuvent coexister, mais
avec tout le bagage culturel, avec toutes les normes sociales, les normes, tu sais, implicites, explicites, le fait que justement les femmes de trouver une place dans la société, le fait de toujours être en hypervigilance en tant que femme, parce Mhm, que c'est un fait. Tu sais, même si on a des droits en ce moment qu'on a acquis, on le sait que c'est pas toujours acquis. On le mhm, sait qu'il faut continuer quand même de se battre. Puis c'est pas pour rien que les femmes, justement, se mettent autant dans le travail ou comme mère, puis de vouloir justement se réaliser. Puis quand on regarde la charge mentale qui a jamais diminué versus, tu sais, les mères qui ont quand même été au travail beaucoup plus, comme il y a beaucoup plus de mères au travail maintenant, on voit aussi le fait que, hey, on peut pas se débarrasser de ces deux rôles-là. Il faut se donner autant là puis là parce que on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. ouais. Ou justement, cette crainte-là, en fait, qui est internalisée en nous. Puis ça, Mhm, c'est encore une fois moi qui observe ces choses-là. mhm, Puis tout est ici au niveau des études féministes, il y a quand même beaucoup de choses, mais ça reste que c'est tellement flou parce qu'on sait pas vraiment comment que ça s'interprète dans nos vies ou dans les vies de tout le monde autour. On sait le problème, on sait que la société a mis en place la culture, un moule de femme parfaite pour avoir de la sexualité, mhm, puis un moule d'une femme qui devrait pas avoir de la sexualité, par exemple, une personne qui va être plus hyper sexualisée, par exemple, sur les réseaux sociaux. De se dire, ah ben, mettons, la femme hyper sexualisée. Je pense à Elisabeth Rioux, notamment. C'est que mhm, justement, c'est une maman. Puis que là, elle affirme sa sexualité. Puis bon, je la connais pas personnellement, j'ai aucune idée que, comme ses valeurs et tout et tout. Mais n'en demeure pas moins qu'il y a quand même eu ces critiques-là de, mhm. vu que c'est une maman maintenant, elle ne devrait plus se Ouais. mettre sexy. Bon, je pense pas qu'il faut prendre des photos sexy avec nos enfants. Ça, par contre, je veux juste être claire là-dessus. En fait, je pense qu'on devrait juste jamais mettre nos enfants sur les réseaux sociaux pour plein de raisons évidentes. Mais pour ce qui est de elle, comme identité, comme femme, je trouve ça déplorable qu'il y ait des gens qui disent elle Mhm, n'a pas le droit d'être une femme qui s'assume dans sa sexualité et mhm. une maman. Ouais, puis c'est vrai, on l'a tellement observé là, tu sais, avec le clash parce que je me souviens encore là de cette période-là un petit peu là, tu sais, où elle est devenue maman, puis le changement dans les commentaires, dans la vision des gens de sa personne, tu sais, ça vient de soi, mais ça vient aussi de toutes les autres. On le voit avec une personnalité publique comme ça, à quel point les le regard, les lunettes de la société envers la femme changent complètement. Là. Ben oui, tu sais, pourquoi est-ce que là, on pourrait plus s'habiller sexy quand on est une maman? Qu'est-ce Mhm, que ça change? Qu'est-ce que ça change pour ces personnes-là? Qu'est-ce que ça change d'avoir d'incarner son corps, d'incarner sa sexualité d'une certaine manière, mais de quand même avoir des bonnes compétences parentales? Encore une fois, je la connais pas mhm, personnellement, j'ai aucune idée. Mais n'en demeure pas moins que c'est un jugement qu'on a mhm, facilement, puis qui arrive très, très souvent. Qu'est-ce qu'il y a le mom shaming aussi? Toutes ces normes implicites-là, finalement, tu sais, qu'il faudrait donc faire ça ou ne pas faire ça. mhm. Mais aussi, le fait que la femme représentée comme frigide et passive, ben, va se faire réprimander de ne pas avoir de sexualité. Ouais. Fait que, est où la limite, est où la ligne, est où l'équilibre? Je pense que, sincèrement, il n'y en a pas, mis à part le nôtre, Mhm, qui nous est propre à nous, puis dans notre identité, puis notre unicité, puis l'unicité de l'entité du couple. Puis mhm. là, qu'est-ce que je vois le plus souvent aussi, c'est la comparaison. Ouais. Cette comparaison-là entre femmes, surtout, de, ben, mon amie, elle a retrouvé sa sexualité. Ah, j'ai menti parce que je suis la seule qui a plus de sexualité. Ça arrive beaucoup trop souvent, ça. Pourquoi on a cette gêne-là, tu sais? On dirait que j'ai de la misère à saisir toutes ces choses-là. En même temps, je comprends le concept social qui est internalisé, Ouais. mais ça ramène au fait que c'est les luttes féministes qui vont faire changer ces choses-là, tu sais. Mhm. Ouais, puis il y a une comparaison peut-être même supplémentaire entourant la sexualité ou tu sais, une difficulté supplémentaire du fait que c'est tabou, mais tu sais, je pense qu'on se compare un peu moins, ou en tout cas ça doit dépendre des personnes, mais dans les autres sphères, là, tu sais, la sphère professionnelle, où tu sais, il y a comme moins de charges peut-être associées à ça versus la sexualité ou les pressions, les attentes Oui. sont vraiment élevées. Ben clairement que pour l'aspect professionnel puis plein d'autres sphères aussi, les attentes sont extrêmement élevées, là, mais Oui, mais c'est dur à se retrouver, tu sais. C'est dur à savoir on va où avec ça, puis de trouver une identité qui nous est propre et qui fait mhm, du sens, qui est cohérente. Puis dans les crises identitaires, c'est tout le temps ça. Pour la résoudre, il faut trouver une cohérence. mhm, Mais quand on est justement toujours en hypervigilance, c'est sûr que c'est difficile. Fait que, tu sais, ça, c'est dans les représentations de ces choses-là. Le fait que ce soit encore une fois, tu sais, deux pôles, même si on pourrait les faire coexister, selon moi, à mon humble avis. Puis de l'autre côté, c'est le fait que ça fait tellement pas longtemps que les femmes ont le droit d'avoir du plaisir dans la sexualité. ouais. Hey, c'est débile, là, quand on pense à ça, là. Je veux dire, le clitoris, 1998. Ouais, c'est mon année de naissance.
Puis ça prend des générations, là, tu sais, avant que ça soit comme acquis, là, puis même acquis, je pense que c'est un gros mot, là. Oui, vraiment, tu sais, comme acquis, puis aussi, il y a tellement de choses aussi qui sont de plus en plus, qui ressortent au niveau de la science. Juste le point G, comment ça s'interprète. Le fait aussi que, il y a tout quelque chose au niveau du plaisir, juste comment Mhm. ça a été intégré par Freud. Je sais pas un peu si tu sais, par rapport à Freud, tu sais, pour Freud, le plaisir sexuel, on va lui donner, il l'a mis. Il a dit: «Ah, les gens ressentent du plaisir dans la sexualité». Tant mieux, puis ça, c'est une bonne chose. Cependant, quand on regarde le développement psychosexuel des enfants et comment ça s'interprète dans la vie adulte, les enfants découvrent leur corps, les garçons leur pénis et les petites filles le clitoris. Par contre, à un certain moment, pour aller chercher ce plaisir sexuel et une vie sexuelle mature, Mhm. les hommes, c'était le pénis et les femmes, ça migrait vers le vagin. Donc, une femme qui ne ressentait pas nécessairement du plaisir lors de la pénétration n'était pas une femme qui avait du plaisir sexuel. Ce qui est tout à fait comme incohérent parce qu'on le sait maintenant. Tout ce qui est les nerfs sensitifs, tout ce qui donne vraiment du gros plaisir dans la sexualité, c'est soit le clitoris au niveau interne ou externe. Ouais. Et sinon, il y a quelques nerfs sensitifs, évidemment, qui sont dans le vagin, mais je veux dire, quand on passe un doigt, tu sais, c'est un peu comme tu le passes dans ta joue, là. Mhm. C'est une muqueuse, là. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement quelque chose qui est excitant, qui fait plaisir. C'est plus dans la pénétration, la symbolique de connexion, finalement, puis qu'est-ce qu'on accorde comme importance à ça, qui fait une différence. Mhm. Alors que plus les sensations de plaisir, tant qu'à moi. Ouais. Mm. Puis ça reste encore un peu trop négligé, là, justement, puis méconnu. Tu sais, on apprend encore des choses, je pense, à toutes les à tous les ans, là, sur l'anatomie, puis du clitoris, puis la Ben, femme. juste le fétiche, en fait, là, de la femme fontaine, ça, c'est quelque chose qu'on va voir souvent aussi, qui est représenté de plus en plus, alors que c'est pas toutes les femmes qui ont ce plaisir-là avec le clitoris au niveau interne, premièrement, qui est relié à la structure du fameux point G, qui a le nom d'un médecin qui a découvert ce point, d'ailleurs. Puis c'est pas un point, c'est une zone. Mhm. Mais c'est vraiment le fait que c'est relié à la structure interne de l'urètre. Puis c'est pas tout le monde qui ont des glandes para et voyons, para et périurétrales. Voilà, j'ai de la misère. Fait que, tu sais, ces glandes-là, c'est biologique. Il y a des gens qui en ont plus, il y a des gens qui en ont moins. Il y a des Mhm. gens qui en ont presque pas, qui en ont pas du tout. Puis il y a des gens pour qui c'est, je sais pas si c'est ça que tu veux dire un peu, mais pour qui c'est pas associé au plaisir. Puis ça, je pense qu'avec ce fantasme-là, c'est comme difficile à comprendre peut-être pour certaines personnes, mais ça m'est arrivé à plusieurs reprises, là, tu sais, qu'on me nomme comme, j'aimerais que mon partenaire comprenne que c'est pas parce qu'il y a une éjaculation féminine, un liquide que j'en retire du plaisir, tu sais. Mhm. Puis souvent, il y a comme, euh, ou dans les couples, tu sais, mais je veux faire plaisir à ma partenaire, mais en même temps, j'écoute plus ou moins ce qu'elle me nomme ou ce qui lui amène pas de plaisir, tu sais, parce que Oui. c'est comme associé à un fantasme, puis moi, j'ai appris que ça devrait amener du plaisir. Ben oui, absolument. Puis, en fait, il y a ça. Il y a le fait que ces symptômes physiologiques ou les réactions, en fait, réflexes du corps, comme Mmh. une éjaculation féminine, la lubrification ou Mmh. même une érection chez Ouais. les hommes, c'est pas nécessairement relié au plaisir. C'est Mmh. simplement un corps qui réagit comme Mmh. mettre sa main sur un rond de poil puis de l'enlever. C'est juste normal que le corps réagisse. Ça veut pas dire qu'on est consentant ou qu'on aime ça, au moins plus Ouais, ça. ouais, Ça a c'est vrai. zéro rapport à ça. Mais c'est vraiment comment on l'interprète, comment est-ce qu'on le ressent dans notre corps, dans notre cœur. Mmh. Mais quand que je parle justement des glandes, par contre, c'est que le fétiche d'avoir justement une éjaculation, ce point-là de on n'a pas le choix d'être une femme fontaine pour être bien dans la sexualité, c'est qu'il y a des femmes qui n'auront jamais d'éjaculation féminine Mmh. parce qu'ils n'ont pas assez de glandes qui vont venir justement comme dans l'urètre et remplir l'urètre. On le sait pas. Mais l'important, c'est la sensation de plaisir. Mmh. Est-ce qu'on aime ça Ouais. ou est-ce qu'on n'aime pas ça? Mais il y a pas de but à atteindre. Puis là, ça arrive justement dans les fétiches. Tu sais, quand on pense à la sexualité, c'est pas rare qu'on va penser à la pénétration, premièrement, mais aussi la Mmh. porno. Surtout avec notre génération, tu sais, de comme c'est ça la représentation de la sexualité. Donc, il y a aussi cette dichotomie-là de je veux pas ressembler à ça qui est tabou, qui est Mmh. comme une part de performance, puis j'ai pas envie de ressembler à ça. Et l'autre côté de, ben, on a cette éducation à la sexualité-là, donc il faut comme performer ce rôle-là, ou on s'attend à ce qu'on performe ce rôle-là, cette perception-là.
Fait que j'ai l'impression qu'il y a ça aussi, tu sais, de se rappeler que de la pornographie, c'est un film. C'est comme Instagram quand on voit, Mhm, on dit les page moms, là, mais comme ça se peut qu'il y ait des gens qui garochent du spaghetti ces murs, là, tu sais, comme des bébés qui garochent du spaghetti ces murs, même si c'est beige les photos, parce que c'est une performance. mhm. On montre ce qu'on veut montrer. Ouais, c'est une mise en scène. Mm, Mhm. mhm. Exact. Ouais. Ouais, fait que c'est sûr que ça aussi, là, ça amène beaucoup de comparaisons aussi, si on a l'impression que c'est à ces attentes-là qu'on doit répondre, là. Oui. Mais ça, je pense que ça revient un petit peu au concept aussi, tu sais, qui a posé, tu sais, qu'on parlait de la madone, de la putain, puis je l'entends beaucoup de femmes aussi, là, ben, je veux pas avoir l'air de ça, tu sais, d'associer, encore une fois, un petit peu peut-être la sexualité ou cette vision-là de sexualité, puis qui est pas toujours représentative, là, tu sais, on s'entend, mais jusqu'à une certaine limite, la femme quand même libérée par rapport à sa sexualité, puis ouverte par rapport à sa sexualité, qui est associée encore une fois à quelque chose de non respectable. Oui, puis au-delà de ça, c'est juste le féminisme, tu sais, dans les luttes féministes de et l'émancipation de la sexualité des femmes, même dans le féminisme et dans les courants féministes, il y a des oppositions par rapport au sexe positif, puis l'inverse finalement. Puis je pense que c'est le, voyons, féministe radical, si je me trompe pas, que justement, ben, d'un côté, on disait les femmes qui, justement, sont dans la porno, qui sont travailleuses du sexe ou qui s'émancipent dans la sexualité, comme c'est contre-productif pour les droits des femmes. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent aussi. Mhm. Tu sais. Ouais. T'es pas féministe si tu te sexualises, par exemple. Mhm. Versus l'autre côté de comme, ben oui, puis tant mieux parce qu'on fait juste nommer que la sexualité, c'est correct. Il y a pas de Mhm. tabou. Pourquoi est-ce qu'on se sexualiserait? Pourquoi est-ce que vous nous sexualisez? Ça, c'est vous qui nous sexualisez. Mhm. Fait qu'à un moment donné, c'est pas notre problème. On a le droit de juste s'assumer puis se sentir bien dans notre corps. Fait qu'il y a comme même ces 2 pôles-là. Tu sais, même les Calax, que c'était un peu ça, tu sais, que, moi, j'ai fait mon stage au Calax, puis ça a commencé à changer un peu cette perspective-là de une femme qui a été travailleuse du sexe pouvait utiliser ou pas les services au Calax, mais ça a été longtemps ça, de Mhm. comme ça génère automatiquement justement des agressions sexuelles, de devenir justement travailleuse du sexe. Fait que même ça, dans les organismes, il y avait quand même ces 2 pôles-là. Ouais. Puis c'est tellement juste des valeurs personnelles finalement de notre propre féminisme, parce que le féminisme, c'est un courant social, mais c'est aussi très personnel. Mhm. Fait que même là, on n'est pas d'accord dans comment est-ce qu'on veut aller chercher les droits des femmes. De là, la complexité, là, finalement. Mhm. Ouais, tellement. Puis je pense qu'il y a plusieurs distinctions aussi au niveau culturel là, par rapport à ça. Là. Tu sais, personnellement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé en consultation, entre autres. Là, tu sais, je pense que pour soit des personnes aussi, entre autres, qui avaient grandi dans des contextes culturels où peut-être qu'il y avait un peu plus d'harcèlement, ou tu sais, au niveau des droits des femmes, de la sécurité, c'était pas la même chose qu'ici. Mmh. Ça renforce la croyance que la sexualité est associée au danger, puis les croyances comme quoi, ben si je me mets dans une posture d'ouverture par rapport à ma sexualité, de séduction, ben je m'ouvre à un certain, tu sais, je me mets en danger au final, là. Oui, Je m'ouvre à un absolument. certain risque puis là ça c'est nuancé parce que ça peut revenir jusqu'à un certain point, tu sais, à comme victim blaming, mais tu sais, c'est ça, c'est d'associer la sexualité au danger, puis ça joue beaucoup sur le désir ou sur d'autres concepts aussi, parce que si on a l'impression que d'entrer dans cette posture-là de sexualité, de séduction, nous met en danger, on évite un peu toutes les pratiques ou les contextes qui peuvent être propices à ressentir du désir ou avoir de la sexualité, là. Oui, oui, vraiment. Ben, tu sais, on parlait justement juste la religion, c'est une chose, là. Tu sais, nous, dans notre société occidentale, puis comment ça s'est interprété au Québec, c'est une chose. Et dans les autres cultures, dans d'autres pays, ça peut être tellement, justement, encore plus multifactoriel au niveau de même où est-ce que les droits des femmes sont, puis où est-ce que, justement, elles sont mis comme une position positive. Je me rappelle encore parce que ma belle-mère est mexicaine, quand j'avais été au Mexique la première fois, quand j'avais 11 ans. Tu sais, il y avait justement des mouvements féministes, il y avait des femmes, les seins à l'air, justement, qui protestaient. Mhm. Puis je me rappelle encore que, tu sais, la famille était juste comme: «Ah, tu sais, c'est pourquoi ils font ça?» Puis tous ces jugements-là, finalement, de ce courant-là en tant que tel. Puis moi, c'est comme la première fois, j'ai été comme exposée à le féminisme en tant que tel, puis que ça a piqué ma curiosité finalement, mais
Puis de là, de voir aussi toutes les nuances, mais effectivement que c'est vraiment pas la même chose, tu sais. Ici, au Québec, c'est vu d'une certaine manière, tu sais. Même que, justement, il y a des femmes qui se font bronzer, tu sais, les seins à l'air, ou même, mettons, sur des plages, mettons, en France, c'est quelque chose qui est vu bien Mhm. correct, il y a pas de problème. Bref, tout ça pour dire que même cette notion-là de le corps, à quel point il est sexualisé ou il est pas sexualisé, c'est tellement différent d'une place à l'autre aussi. Fait Mhm. qu'il faut toujours considérer finalement l'histoire de vie de la personne, le contexte dans lequel il arrive, elle arrive, cette personne-là, mais aussi tout ce qui est dans ses normes, son éducation à la sexualité. Tout ça forme cette perception-là. Puis même au niveau de la maternité, hein, tu sais, on parle de la sexualité, de la madone ou de la putain, mais même comme mère, tu sais, juste de Beauvoir, qu'on parle souvent, puis d'ailleurs, tu sais, que je vois souvent des doulas mettre des citations de cette femme-là. Simone de Beauvoir, qui est incroyable dans tout ce qu'elle a fait dans les luttes féministes. Mais pour elle, les femmes qui devenaient mères, c'était anti-féministe parce qu'elles donnaient leur corps à la maternité. Puis c'est pas quelque chose qui est vraiment de connu. Puis moi, j'ai appris ça après être devenue maman, puis dans mon cours de féministe, en me posant des questions de à quel point est-ce qu'on est féministe quand on allaite. Que même là, personne n'est d'accord dans tout ça. Il y a juste des dichotomies, il y a pas personne qui s'entend là-dessus. Fait que c'est tellement, encore une fois, individuel à la personne, Mhm. mais très, très ancré culturellement et socialement. Puis même devenir maman, est-ce qu'on arrête d'être féministe, par exemple, ou que la sexualité se dépossède? C'est ça. C'est tellement complexe. Mon cerveau va exploser, honnêtement. Ouais, définitivement, mais dans le fond, c'est ça, ça revient à ce que ça veut dire pour nous, là, puis je pense que ça revient beaucoup à l'agentivité, là, au concept du contrôle puis de notre pouvoir qu'on a sur notre propre corps, là. Ben oui, tout à fait. Tu sais, c'est justement de se ramener à soi. Tu sais, c'est un peu ça que j'essaie de faire dans mes suivis, justement, on s'en fout de ce que les autres font, puis on s'en fout de leur sexualité. Mhm. Toi, comment tu te sens, puis comment est-ce que vous vous sentez dans votre couple là-dedans, tu sais? Puis surtout, comment est-ce qu'on peut aller accéder à ça sans se mettre de pression l'un et l'autre, puis sans Mhm. se mettre justement cette culpabilité-là, même interne, cette pression-là de devoir retrouver la sexualité, parce que c'est déjà tellement complexe de retrouver de la sexualité, juste de retrouver un désir dans le contexte, la Mhm. fatigue, les changements, l'image corporelle, l'estime de soi, mais aussi tout ce qu'on attribue au rôle sexuel, puis au rôle qu'on a, les scripts qu'on a dans notre vie, comment est-ce que Mhm. tout s'imbrique ensemble. Fait que de se donner cette pression-là de redevenir cette femme-là sexuelle, puis de plus être une maman, de Ouais. retourner dans les pôles, je pense que, tu sais, c'est un peu comme tout est dans tout, faut se rapprocher, tu sais. Mhm. Ouais. Puis, comment, pour terminer sur quelques pistes un peu, là, tu sais, comment on fait justement ou c'est quoi que tu vas privilégier, par exemple, en consultation pour essayer de retrouver un petit peu plus une harmonie à travers nos différents rôles, ces différentes sphères-là, tu sais, se retrouver à travers tout ça, puis créer un peu, ou en tout cas, redéfinir notre identité, tu sais, à travers la maternité, à travers... Oui, mais c'est drôle en fait que tu abordes ça parce que je viens juste de faire un atelier, dans le fond, que j'ai présenté dernièrement au niveau de la surstimulation, puis j'aborde un peu cette notion-là de l'identité maternelle, l'identité globale, un genre de cercle vicieux en fait qui arrête jamais parce que on est valorisé en devenant maman avec ce rôle-là, l'identité maternelle. Mais à un Mhm. moment donné, on est comme ah, je sais plus qui je suis. Ouais. Puis Puis ça, on se c'est retrouve aussi, je pense juste une parenthèse que je voulais pas oui, non, non, vas-y. le contexte du congé de maternité aussi, là, tu sais, qui appartient encore beaucoup plus à la femme, mais ça reste que dans ce contexte-là où puis surtout en Occident, là, tu sais, on est très isolé avec notre enfant. Les personnes qui l'ont vécu pendant la pandémie à un autre niveau, là, le savent, là. Mais tu te définis pratiquement uniquement par ça, tu sais, surtout si t'allaites ou même non, mais t'as un humain dans ta bulle 4/7, puis t'es Oui. uniquement plongé dans ton rôle de maman, tu sais, de parent, là. Mais oui, puis c'est juste ce rôle-là qui fait du sens aussi parce qu'on Mhm. apprend à devenir parent, on apprend à Ouais. devenir maman. Fait que là, on se valorise dans ce rôle-là, puis c'est super confortable. Puis à un moment donné, on arrive à un point que c'est plus confortable parce qu'on sait plus trop qu'est-ce qu'on aime, on sait plus Mm. trop quoi qu'on peut faire outre que dans la sphère maternelle. Puis là, on essaie de retrouver cette identité globale-là. Puis souvent, dans le pattern que je vais voir, en fait, c'est que on essaie tellement trop de retourner
grandement dans l'identité globale, comme on retourne justement au travail, mais on va pas chercher justement cet équilibre-là où on n'a pas vraiment réfléchi à comment est-ce qu'on place tout ça, puis là, on peut voir justement un épuisement, puis il y a comme plusieurs concepts, puis je dis pas que retourner au travail, ça va créer un épuisement ou une dichotomie avec le rôle de femme, là. Au contraire, moi, je suis retournée travailler très, très, très rapidement. J'ai jamais arrêté, même si je suis devenue maman. C'est vraiment pas ça, en fait. C'est plus que au lieu justement de se mettre des micro-objectifs, des micro-moments pour reconnecter à soi. C'est vraiment ça, en fait, c'est de reconnecter à soi. Qu'est-ce qu'on aime? Même si c'est des petits moments, juste d'aller dans la douche, puis de pas juste se laver, mais juste de, OK, je prends le temps de respirer. Je dis à mon chum, pars avec le petit, prendre une marche. Moi, j'ai besoin de prendre une douche seule, Mhm. avec genre de la musique de spa, ou de se faire un skincare, whatever, de faire quelque chose pour prendre soin de moi, pour aller retoucher à certaines sphères. Puis ça, Mhm. c'est comme dans tout, là. Ça, c'est comme l'estime de soi, l'image corporelle, mais ça pourrait être de faire un projet, par exemple. Tu sais, je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui font de la photographie que, hey, je vais prendre une heure, comme seule, dans mon bureau, pour éditer des photos. Ça, c'est mon moment. Puis là, tu viens justement stimuler des sphères, puis tes hobbies. Tu sais, ça peut être genre de la peinture à numéro, ça peut être des casse-têtes, whatever. Mais de pas se dire, OK, là, j'ai pas le choix de me prendre une semaine complète seule pour faire mes choses parce que ça peut être encore plus déstabilisant puis encore plus anxiogène parce qu'on ne Mhm. sait plus. Ouais. On sait plus qui on est. C'est correct. C'est graduel, comme devenir maman, tu sais. Ça reste que on apprend au fur et à mesure, mais Mhm. on se permet ce rythme-là, tu sais. Mm. Fait que c'est d'apprendre à... Puis il y a aussi une grosse partie, tu sais, oui, aussi d'apprendre à le nommer à l'autre personne de comme j'aurais besoin de telle chose, mais la première étape, vraiment d'arriver à identifier comment qu'on peut le réintégrer dans des petits moments dans notre quotidien. Puis je pense que c'est tellement important aussi, après pour la sexualité, c'est juste quand on apprend à le nommer dans d'autres contextes, de comme là, j'ai besoin d'un 30 minutes seul, j'ai besoin de prendre ma douche sans avoir un enfant qui cogne dans la porte, tu sais, ou comme Mhm. peu importe. Mais de trouver des... Puis le, on s'entend que c'est comme plus un besoin de base, mais aussi ça peut être juste quelque chose pour nous faire plaisir, là. Oui, c'est Mais, ça. Mais mhm, en fait, les besoins de base, c'est un peu comme ça que, parce que j'ai souvent cette pression-là qui revient dans mon bureau, dans mes consultations mais j'ai pas envie, moi, de sortir de chez nous. Je me sens pas bien de sortir de chez nous, mais je me fais dire que si je prends un moment pour aller dans la douche, c'est pas un moment pour moi. Puis, dans les faits, si tu y vas juste pour te laver, effectivement, c'est mhm, un besoin de base. Mais si tu vas prendre ce moment-là, puis le rendre comme quelque chose que c'est un moment pour toi, mhm, que je sais pas, tu mets genre des huiles essentielles dans le fond de ta douche ou quelque chose qui va faire que c'est différent, que ça te fait du bien, que ça dépasse ce besoin de base. ouais, C'est pas obligé d'être compliqué puis de prendre une journée au spa. mhm, Même si on peut y aller puis ça nous fait plaisir, je vous invite à le faire 100%. Mais si on n'a pas cette disponibilité-là, je pense que c'est là, en fait, la nuance à apporter. De même que quand on veut connecter, avant de penser à connecter avec notre partenaire puis de se mettre cette pression-là, on peut-tu juste retourner vers nous-mêmes puis connecter avec nous? Puis il mhm, y a ça aussi, tu sais. Qu'est-ce que j'aime plus, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'aime comme toucher même, tu sais, au niveau de la sexualité. Qu'est-ce qui me plaît? C'est quoi mes hobbies? Juste de retourner à ça avant de se dire, hey, il faut vraiment que je me planifie une fin de semaine de couple. Parce ouais, que là, il faut qu'on se retrouve, parce que ça se peut qu'on ne sait même pas de quoi se parler quand on est ensemble. ouais, ouais, définitivement. Ben, je pense que ça fait une belle conclusion aussi. Oui. Puis, exact, là, je pense de juste terminer avec le fait que c'est tellement important de se rappeler que nos besoins aussi sont tellement importants, puis de commencer par répondre à ça, par trouver des façons de, comme tu as nommé vraiment bien, là, de reconnecter avec soi-même avant de juste vouloir reconnecter avec l'autre personne, puis de diminuer la pression puis les attentes. Oui, exact. Merci tellement pour ta présence. Puis est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais rajouter avant qu'on termine par rapport à toi, ce qui s'en vient ou... Honnêtement, je suis encore un peu dans le mode go with the flow. Je suis en train de replacer un peu toutes mes choses. J'ai créé un nouvel atelier, comme je disais, là, dans le fond, une conférence que je donne dans des organismes qui est la surstimulation puis l'impact, en fait, sur le désir sexuel puis la quête identitaire de la parentalité. Mhm. Fait que, il est vraiment cool. J'allais vraiment beaucoup. Je suis vraiment fière, en fait, de ce projet-là. Mais sinon, à part ça, je suis en train encore de voir mes choses. Je suis encore en train de créer du contenu. Fait que petit à petit. Oui, c'est ça sur Instagram, Maman Sexo. Puis sinon, c'est pas mal ça pour mes projets à date. Super, ben merci beaucoup.
Un énorme merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Vous pouvez aller retrouver Lauriane Hélène, Maman Sexo, sur Instagram sous le nom de Maman Sexo. Et pour me suivre, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram sous le nom de EB Sexologue. Et si vous avez envie de jeter un petit coup d'œil au club, je vous invite à aller le regarder via le lien ci-dessous. Donc, en vous inscrivant maintenant, on est à la fin avril, vous allez avoir accès à la rediffusion de l'atelier du mois qui portait sur la séduction et comment réintégrer un peu plus d'érotisme, de sensualité dans le day-to-day, dans notre couple, qu'on soit en couple ou non. Et le mois prochain, on va parler, je vous annonce en primeur, on va parler des langages érotiques, aussi connus sous le nom de schémas érotiques. Donc, vous allez retrouver un petit quiz pour mieux vous comprendre, pour apprendre à connaître quel type de personnalité vous avez en lien avec l'érotisme. Puis, l'atelier va aussi porter sur le sujet pour aller approfondir comment utiliser au maximum notre langage érotique, parce que souvent, on confond langage de l'amour à langage érotique et on comprend pas pourquoi, si on communique à l'autre personne ou si l'autre personne communique avec nous son amour de la façon dont on apprécie dans notre langage de l'amour, pourquoi est-ce que ça suffit pas à stimuler le désir? Donc, on va vraiment différencier les deux concepts et l'approfondir avec des jeux, avec des ateliers et avec le contenu érotique du mois, donc la nouvelle écrite et la version audio.